Il existe une industrie de plusieurs milliards de dollars qui compte sur le fait que vous arrosiez votre jardin de la manière la plus difficile, et il prie pour que vous ne regardiez jamais cette vidéo. Chaque été, vous sortez le tuyau, positionnez l'arroseur et déversez des centaines de dollars d'eau potable traitée sur vos légumes, tandis que la moitié s'évapore avant même de toucher une racine. Le jardin s'assèche, vous arrosez à nouveau. La facture augmente, vous arrosez à nouveau. Cependant, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, plus de 44 000 Amish cultivent de la nourriture depuis 3 siècles sans jamais toucher un tuyau d'arrosage. Ils utilisent de la laine de mouton brut, enfouie dans le sol autour des racines de leurs plantes. Elle retient 20 à 30 fois son propre poids en eau et la libère progressivement sur plusieurs semaines. Leurs jardins ne se flétrissent pas en août, ils prospèrent. Nous nous sommes tenus dans l'un de ces jardins par un après-midi à 90 degrés, et le sol sous le paillis était sombre, frais et humide, tandis que la terre du chemin, à seulement 2 pieds de là, était craquelée et pâle. La femme qui s'en occupait n'avait pas arrosé depuis 9 jours. Lorsque nous avons compris la science expliquant pourquoi cela fonctionne, cela a transformé notre façon de penser à chaque tuyau, chaque arroseur et chaque facture d'eau que nous avons jamais payée. Aujourd'hui, nous décomposons l'intégralité de ce système, étape par étape, afin que vous puissiez le mettre en œuvre cette saison. Restez jusqu'à la fin, car la technique finale implique un pot en terre cuite à 5 dollars et une méthode plus ancienne que l'Empire romain. Avant de nous plonger dans le système, si vous en avez assez de voir votre jardin se flétrir chaque mois de juillet pendant que votre compteur d'eau tourne, nous avons préparé pour vous un plan de récolte gratuit. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent réellement tout ce que vous connaissez, ainsi que la méthode paresseuse sans labour qui élimine définitivement le désherbage. L'un de nos lecteurs a utilisé l'astuce de l'engrais à l'intérieur et son jardin a atteint le double de la taille de celui de ses voisins. Pour obtenir un accès instantané au plan et à une astuce de jardinage oubliée chaque semaine, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran dès maintenant. Si vous regardez à la télévision, ouvrez simplement l'application Appareil photo de votre téléphone et maintenez-la face à l'écran. Un bouton jaune devrait apparaître. Maintenant, apportons un peu de contexte, car il ne s'agit pas seulement d'une vidéo de jardinage. C'est l'histoire d'un système conçu pour vous maintenir dépendant. L'industrie de l'irrigation résidentielle retrace son explosion au boom des banlieues d'après-guerre dans les années 1950. Les pelouses de Levittown et les arroseurs oscillants sont devenus les symboles du rêve américain. La famille américaine moyenne dépense aujourd'hui plus de 1000 dollars par an en eau, et ce chiffre a bondi de 24% en 5 ans. L'EPA estime qu'un système d'irrigation mal entretenu gaspille jusqu'à 25 000 gallons chaque année. Ce n'est pas un défaut du système, c'est le système qui fonctionne comme prévu. Un produit qui éliminerait définitivement votre besoin d'acheter de l'eau serait une très mauvaise affaire. Pendant ce temps, les Amish faisaient ce qu'ils ont toujours fait: construire un sol si profond et vivant que la terre elle-même devient le réservoir. L'histoire de la façon dont la science a finalement prouvé ce qu'ils savaient par observation commence dans un endroit improbable, avec un chercheur en arbres fruitiers qui a trébuché sur le sol sous ses pieds. Le docteur Terence Bradshaw a passé la majeure partie de sa carrière à l'Université du Vermont à étudier les pommes et les raisins. Mais à partir de 2016, il n'a cessé d'entendre la même plainte de la part des éleveurs de moutons de tout l'État. Le prix de la laine brute s'était tellement effondré que la tonte coûtait plus cher que la valeur de la toison. Certains agriculteurs brûlaient littéralement leur laine. Dans le même temps, les maraîchers du Vermont dépensaient des milliers de dollars en engrais organiques importés. Bradshaw a vu 2 problèmes côte à côte et a posé une question à laquelle personne d'autre n'avait pensé. Et si les déchets qu'un agriculteur jette étaient exactement
ce dont l'autre agriculteur a besoin? En 2020, il a reçu une subvention de recherche fédérale pour le découvrir. Lui et sa partenaire Kimberly Hagen ont mis en place des essais contrôlés dans 2 fermes de recherche du Vermont. Ils ont planté des tomates et des épinards dans 3 conditions. Un groupe a reçu l'engrais organique commercial standard, sur lequel s'appuient la plupart des producteurs du Nord-Est. Un deuxième groupe a reçu des granulés de laine au même taux d'azote. Un troisième groupe n'a reçu aucun engrais. Les résultats ont été publiés dans la revue Agronomie en mai 2022, et ils étaient sans ambiguïté. Les granulés de laine ont obtenu des performances équivalentes à celles de l'engrais commercial pour tous les critères importants: rendement des tomates, rendement des épinards, santé des plantes et qualité des fruits. Il n'y avait aucune différence significative entre les 2 groupes fertilisés. Comparés aux groupes témoins non fertilisés, les tomates traitées à la laine étaient de 58 à 69% plus grosses. Pas marginalement meilleures, mais considérablement meilleures à partir de déchets que les agriculteurs jetaient. Mais les données sur les rendements ne représentaient que la moitié de la découverte. Les données sur l'humidité du sol racontaient une toute autre histoire. Et c'est la partie qui change votre façon de concevoir chaque semaine sèche dans votre jardin. La laine est une fibre de kératine, avec une structure unique dans la nature. La surface externe contient de la lanoline et des composés cireux qui repoussent l'eau, mais le cortex intérieur est composé de protéines riches en soufre qui attirent et absorbent l'humidité au niveau moléculaire. Le résultat est une fibre qui peut retenir entre 20 et 30 fois son propre poids en eau. Pour mettre cela en perspective, une seule livre de laine brute enfouie dans la terre de votre jardin peut absorber et stocker entre 2,5 gallons et près de 4 gallons d'eau. Cette eau ne stagne pas dans une flaque. Elle est piégée à l'intérieur de la structure de la fibre, au niveau moléculaire, et libérée lentement sur plusieurs jours directement dans la zone des racines. À mesure que le sol environnant s'assèche, la laine devient une batterie pour l'eau. Elle se charge quand il pleut et se décharge quand le soleil apparaît. Une étude sur le flétrissement menée par la Piora Breeders Association a testé ce qui se passe lorsque vous arrêtez complètement d'arroser. Les plantes dans un sol de jardin standard ont commencé à se flétrir le premier jour et étaient mortes au 5e ou 6e jour. Les plantes, dans un sol amendé avec des granulés de laine, n'ont montré aucun signe de stress avant le 7e ou 8e jour et ne sont mortes qu'au 14e jour. La laine a doublé la fenêtre de survie, non pas en ajoutant plus d'eau, mais en refusant de laisser l'eau s'échapper. Réfléchissez à ce chiffre une seconde. 14 jours contre 5. C'est la différence entre un jardin qui s'effondre la première semaine où vous sautez l'arrosage et un jardin qui tient bon pendant des vacances de 2 semaines en plein cœur de l'été. Alors que la laine se décompose lentement sur 6 à 12 mois, elle libère de l'azote, du potassium, du phosphore et du soufre directement dans le sol. La laine contient environ 9 à 14% d'azote, ce qui est supérieur à la plupart des composts de jardin, et comparable à la farine de sang, l'une des sources d'azote organique les plus chères du marché. Le fumier de volaille, que de nombreux producteurs considèrent comme une source d'azote de première qualité, en fournit environ 4,5%. La laine en offre près du triple. Vous ne vous contentez donc pas de stocker de l'eau. Vous nourrissez vos plantes en même temps. Le réservoir est également un engrais à libération lente. 2 fonctions, un seul matériau, pour 2 saisons de croissance complètes avant qu'il ne se décompose entièrement. Ce n'était pas un mystère confiné aux universités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, dans l'Oxfordshire, en Angleterre, un jeune agriculteur nommé Eddie Moreau a fondé une entreprise appelée Traditional Garden Growers, basée entièrement sur un souvenir de ses grands-parents, une tradition familiale. Ils utilisèrent de la laine de mouton brute dans le potager familial depuis des décennies, la tassant autour des plantes et la mélangeant au sol. Lorsqu'Eddie a étudié l'agriculture à l'université Harper Adams,
Il a réalisé que ce que ses grands-parents pratiquaient par instinct était soutenu par une véritable science. Il a développé un produit appelé Woolalizer, de la laine compressée en granulés, et a commencé à le fournir aux producteurs locaux, y compris à l'Université d'Oxford et au Diddley Squat Farm Shop. L'Université de Reading a mené des essais indépendants et a confirmé que les granulés de laine amélioraient la structure du sol, la disponibilité des nutriments, la rétention d'eau et l'activité microbienne. Le professeur Tom Sizemore, le spécialiste des sols qui a dirigé les essais de Reading, a qualifié les résultats concernant la santé du sol et la capacité de rétention d'eau d'avantages les plus intéressants. Les grands-parents d'Eddie avaient eu raison, tout comme les familles Amish du comté de Lancaster, qui faisaient la même chose avec les déchets de leurs propres moutons depuis des générations. Il y a un troisième avantage que presque personne ne mentionne. La laine dissuade les limaces. Les écailles barbelées microscopiques sur les fibres de laine créent une surface que les limaces refusent de traverser. Les jardiniers du Royaume-Uni qui utilisent du paillis de laine autour des laitues, des fraises et des hostas signalent des réductions spectaculaires des dommages causés par les limaces. Une étude contrôlée a révélé que le tissu de laine éliminait presque toute croissance de mauvaises herbes et augmentait les rendements en fruits dans les plantations de fraises par rapport aux parcelles traitées aux herbicides. Ainsi, le même matériau qui retient votre eau et nourrit votre sol construit également un mur que les limaces ne franchiront pas. 3 fonctions. Un seul matériau. Voici exactement comment l'utiliser. Si vous pouvez trouver de la laine brute de rebut auprès d'un éleveur de moutons local, et dans la plupart des zones rurales, vous pouvez l'obtenir pour quelques centimes ou même gratuitement, séparez-la en touffes lâches de la taille de votre poing. Lorsque vous repiquez des semis au printemps, creusez votre trou 1 ou 2 pouces plus profondément que la normale. Tassez une couche de laine lâche au fond d'environ 2 pouces d'épaisseur. Placez votre plante par-dessus. Remblayez avec de la terre et étalez une autre fine couche de laine autour de la base, comme paillis de surface, d'environ 1 à 2 pouces d'épaisseur. Pour les plates-bandes existantes, insérez de la laine dans les 3 à 4 premiers pouces de terre entre les plantes. Si la laine brute n'est pas disponible, des granulés de laine sont vendus en ligne et chez certains fournisseurs de jardinage. Le taux d'application recommandé est d'une demi-tasse par gallon de terre dans les conteneurs ou d'une livre pour 10 pieds carrés dans les plates-bandes. Dispersez les granulés autour de la base de chaque plante et arrosez légèrement. Ils se dilateront pour former un tapis semblable à du feutre qui retient l'humidité et dissuade les limaces tout en libérant lentement de l'azote au cours des 6 à 12 prochains mois. Nous avons commencé à utiliser de la laine brute provenant de la ferme d'un voisin il y a 3 saisons. Le premier été, nos plates-bandes surélevées ont conservé l'humidité visiblement plus longtemps entre les arrosages. À la deuxième saison, nous avons réduit notre fréquence d'arrosage de près de moitié. La laine était encore partiellement intacte au début de la 3e saison, retenant toujours l'humidité et libérant toujours lentement de l'azote dans la zone des racines. Le coût total était de 12 $ pour un sac poubelle de laine de rebut que l'agriculteur était heureux de nous céder. Comparez cela à ce que vous avez dépensé en tuyaux poreux, en têtes d'arrosage et en factures d'eau pour les faire fonctionner. C'est la première couche du système, et à elle seule, elle réduirait déjà votre arrosage de moitié. Mais les Amish ne s'arrêtent pas à une seule couche. La deuxième couche va sous la laine, dans le sol, et les chiffres ici font paraître les données sur la laine modeste en comparaison. La fondation sous la laine est le sol lui-même, et la science à ce sujet est stupéfiante. Le Natural Resources Defense Council a confirmé que pour chaque augmentation de 1% de la matière organique dans votre sol, ce sol retient 20 000 gallons d'eau supplémentaires par acre. Pour rendre cela concret, imaginez ceci. Une plate-bande de jardin standard mesurant 4 sur 8 pieds représente un lit 132e d'acre.
Une augmentation de 1% de la matière organique dans cette petite plate-bande se traduit par une capacité de rétention d'eau supplémentaire d'environ 600 gallons. C'est suffisant pour garder un petit potager hydraté pendant une semaine de sécheresse sans ajouter une seule goutte provenant d'un tuyau. La plupart des sols d'arrière-cour se situent entre 1 et 3% de matière organique. Le sol des jardins amish, après des générations de compostage, de culture de couverture et d'application de fumier sur les mêmes parcelles, est régulièrement testé entre 5 et 8%. Cet écart n'est pas une abstraction. C'est la différence entre une terre qui s'assèche en 2 jours et un sol qui retient l'humidité pendant des semaines. Chaque printemps, les familles amish étalent 2 à 4 pouces de compost mélangé à du fumier de cheval ou de vache sur leur plate-bande et l'incorporent dans les 6 à 8 premiers pouces. Chaque automne, une fois la récolte terminée, ils plantent des cultures de couverture comme le seigle, le trèfle et la vesse. Ces plantes poussent tout au long de l'automne et jusqu'au début du printemps, et leur système racinaire crée des milliers de minuscules canaux capillaires souterrains qui attirent l'eau plus profondément et la distribuent plus uniformément dans la zone des racines. Lorsque ces cultures de couverture sont coupées et enfouies avant les plantations de printemps, elles ajoutent encore plus de matière organique. Des recherches sur les communautés microbiennes nourries au compost ont révélé que les organismes bénéfiques créent des cols polysaccharidiques qui lient les particules du sol en agrégats stables, augmentant l'espace poreux pour le stockage de l'eau jusqu'à 30%. Le compost ne se contente pas d'ajouter des nutriments. Il restructure l'architecture physique du sol à un niveau microscopique pour piéger plus d'eau dans chaque pouce cube. Ce n'est pas une solution d'une seule saison, c'est un investissement cumulatif. La première année, vous remarquez très peu de choses. La deuxième année, le sol commence à s'assombrir et à se tenir différemment dans votre main. À la troisième année, vous jardinez sur un matériau fondamentalement différent de celui avec lequel vous avez commencé. Maintenant, associez ce sol vivant à la troisième couche du système, et vous obtenez quelque chose qui frôle l'autosuffisance. C'est là que cela cesse de ressembler à du jardinage et commence à donner l'impression que vous concevez une éponge vivante sous vos pieds. Hugelkultur est un mot allemand signifiant « culture en but ». Les Amish, ainsi que les communautés agricoles allemandes et d'Europe de l'Est, la pratiquent depuis des siècles. Le concept est d'une simplicité trompeuse. Creusez une tranchée de 12 à 18 pouces de profondeur. Remplissez le fond avec des bûches et de grosses branches. Utilisez des bois durs comme le chêne, l'érable ou le pommier. Et évitez le noyer noir, qui libère des toxines nocives pour la plupart des plantes de jardin, et le cèdre, qui tue les champignons bénéfiques du sol dont vous avez besoin. Superposez des branches plus petites, de la paille, du compost et du fumier vieilli sur le bois. Terminez avec 6 à 8 pouces de terre végétale. À mesure que le bois enfoui se décompose lentement au fil des ans, sa porosité augmente. Il devient semblable à une éponge, absorbant d'énormes quantités d'eau de pluie et retenant cette humidité profondément dans la plate-bande où les racines peuvent y accéder pendant les périodes de sécheresse. Un seul pied cube de bois dur partiellement décomposé peut retenir 5 à 10 fois son poids en eau. L'Université d'État de l'Oklahoma a publié des recherches confirmant que les plates-bandes Hugelkultur fonctionnent comme des jardins de pluie surélevés, captant le ruissellement et permettant à l'eau de s'infiltrer à nouveau dans le sol. Les plates-bandes s'améliorent chaque année pendant 5 à 7 ans, à mesure que le bois se décompose en un riche humus. Les jardiniers qui les construisent assez hautes, environ 2 à 3 pieds, signalent qu'aucune irrigation supplémentaire n'est nécessaire après la deuxième année. Une note importante pour la première saison, le bois frais peut temporairement puiser de l'azote dans le sol lorsque les microbes commencent la décomposition. Superposez du compost et du fumier supplémentaire directement sur le bois, avant d'ajouter la terre végétale. Cela nourrit simultanément le processus de décomposition et vos plantes.
Dès la deuxième année, cet épuisement s'arrête complètement. Nous avons construit 2 plates-bandes hugelkultur il y a 3 saisons, à partir de branches de chêne et d'érable, après l'abattage d'un arbre chez un voisin. À la deuxième année, nous arrosions ces plates-bandes environ une fois tous les 10 à 12 jours, tandis que nos plates-bandes surélevées standards avaient besoin d'eau tous les 3 jours. Cette saison, les plates-bandes hugelkultur ont traversé des périodes entières de juillet sans pluie et n'ont montré aucun stress végétal. Tenez-vous entre les 2 types de plates-bandes par un chaud après-midi d'août, et la différence est visible à 20 pieds de distance. Le sol de la plate-bande standard est craquelé et pâle. Le sol de la plate-bande hugelkultur est sombre et se tient bien quand on le presse. Même soleil, même pluie, même jardin. La seule différence est le bois enfoui. La 4e couche du système Amish est la plus simple, et c'est celle que la plupart des jardiniers modernes ignorent complètement. Ne laissez jamais le sol exposé au ciel. Un jardin avec de la terre nue entre les rangées est un jardin qui perd son eau à flot. La lumière du soleil et le vent sont les 2 plus grands voleurs de l'humidité du sol, et le sol nu leur donne un accès total. Les recherches confirment que les plates-bandes sans paillis perdent 2 à 3 fois plus d'eau par évaporation que les plates-bandes recouvertes de seulement 4 pouces de paillis organique. Les Amish ne laissent jamais le sol à nu. Ils plantent de manière dense en utilisant la méthode des 3 sœurs, où le maïs fournit une structure pour les haricots grimpants. Les haricots fixent l'azote pour les 3 plantes, et les courges étalent de larges feuilles sur le sol comme une couverture vivante qui ombrage la terre et réduit considérablement l'évaporation. Entre les autres rangées de cultures, ils plantent du trèfle à croissance basse comme paillis vivant. Par-dessus cela, ils déposent 4 à 6 pouces de paille, créant une double barrière contre l'humidité qui, selon certains jardiniers, réduit leur arrosage des 2 tiers. Si vous trouvez de la valeur dans ceci et que vous souhaitez d'autres plongées approfondies sur la façon dont les communautés traditionnelles cultivent de la nourriture sans infrastructure moderne, appuyez sur ce bouton d'abonnement, aimez et abonnez-vous. Nous avons beaucoup d'autres choses à venir sur cette chaîne, et la technique que nous sommes sur le point de révéler a 4000 ans et surpasse toujours la plupart des systèmes d'irrigation modernes. La 5e couche du système est l'endroit où les Amish puisent leur eau en premier lieu. Les calculs ici vous feront vous demander pourquoi quiconque possède un toit et une descente de gouttière paie encore le prix fort pour l'eau du jardin. La plupart des foyers Amish utilisent des gouttières sur chaque toit, granges et abris pour animaux afin de capturer chaque goutte de pluie dans des barils, des citernes ou des réservoirs de stockage souterrains. Certaines familles possèdent des systèmes de collecte contenant plusieurs milliers de gallons alimentés entièrement par la pluie, sans aucun raccordement municipal. À partir de ces réservoirs, un réseau de tuyaux simples achemine l'eau par simple gravité. Pas de pompes électriques, pas de système sous pression, pas de pièces mobiles susceptibles de tomber en panne. Les potagers reçoivent l'eau d'un robinet relié à un baril placé à quelques pieds au-dessus du niveau du jardin, délivrant un flux lent et doux qui s'infiltre directement dans le sol sans la force qui provoque le ruissellement et le compactage. Certaines familles pratiquent même le recyclage des eaux grises, redirigeant l'eau du lavage des légumes ou du bain vers les plates-bandes du jardin. Rien ne quitte la propriété sans être utilisé. Les calculs sur la capture de la pluie sont remarquables. Un seul toit de 1000 pieds carrés, plus petit que la plupart des toits de garage, capture plus de 600 gallons avec seulement 1 pouce de pluie. La Pennsylvanie reçoit environ 42 pouces de précipitations par an. Cela signifie qu'un toit modeste fournit plus de 25 000 gallons d'eau gratuite par an. Un potager d'arrière-cour bien entretenu utilise environ 5 000 à 8 000 gallons par saison. Un toit, quelques barils, et vous avez plus d'eau gratuite que votre jardin ne peut en utiliser. Les Amish ont compris cela il y a des siècles. Le reste d'entre nous
à payer les services publics pour pomper de l'eau potable traitée sur nos plants de courge. Maintenant, la sixième et dernière couche du système, celle que nous avions promise au tout début. C'est la technique qui remonte à plus de 4000 ans, coûte environ 5 dollars à fabriquer et pourrait être le changement le plus satisfaisant que vous ferez dans votre jardin cette saison. Cela s'appelle l'irrigation par Ola. Une Ola est un pot en argile non vernissé en forme de cruche arrondie, avec un col étroit. Vous l'enterrez dans votre plate-bande jusqu'au col. La remplissez d'eau et placez un couvercle sur le dessus pour empêcher l'évaporation. L'argile poreuse permet à l'eau de s'infiltrer lentement à travers les parois dans le sol environnant, grâce à un processus appelé tension de l'humidité du sol. Lorsque le sol autour du pot est sec, l'eau est aspirée à travers les parois d'argile. Lorsque le sol est saturé, le flux s'arrête automatiquement. Les racines des plantes poussent vers l'Ola et finissent par s'enrouler autour de l'extérieur, puisant l'eau exactement quand elles en ont besoin, et seulement la quantité dont elles ont besoin. Cette technique a été documentée pour la première fois il y a plus de 2000 ans dans le Fan Shengji Shu, l'un des plus anciens textes de sciences agricoles jamais écrits dans la Chine ancienne. Elle a été utilisée de manière continue pendant des millénaires en Inde, en Iran, au Brésil et dans toute l'Afrique du Nord. Des recherches de l'Université de l'Arizona et de multiples institutions agricoles confirment que l'irrigation par Ola réduit la consommation d'eau de 50 à 70% par rapport à l'arrosage conventionnel. Parce que l'eau reste sous la surface, les graines de mauvaises herbes, sur le dessus, n'obtiennent jamais l'humidité dont elles ont besoin pour germer. Vous pouvez acheter des Olas spécialement conçus en ligne pour 15 à 40 dollars, ou vous pouvez fabriquer les vôtres pour moins de 5 dollars avec 2 pots en terre cuite non vernissée provenant de n'importe quelle jardinerie. Voici exactement comment faire. Procurez-vous 2 pots en terre cuite non vernissés, assortis de 8 à 10 pouces. Ils doivent être non vernissés. Ce rouge terre cuite, mat classique sans finition brillante, car les pots vernissés scellent les pores et ne libéreront pas d'eau. Bouchez le trou de drainage d'un pot avec un bouchon en liège ou un cordon de silicone de qualité alimentaire. Laissez durcir pendant 24 heures. Ensuite, retournez le deuxième pot par-dessus pour que les deux rebords se rejoignent et appliquez un épais cordon d'adhésif imperméable ou de silicone tout autour de la jointure, où les rebords se touchent. Vous avez maintenant un bulbe en argile scellé avec un trou de drainage ouvert en haut pour le remplissage. Creusez un trou dans votre plate-bande de jardin suffisamment profond pour enterrer l'assemblage avec seulement le trou ouvert au niveau de la surface du sol. Remblayez autour. Remplissez d'eau avec un tuyau ou un arrosoir et couvrez l'ouverture avec une pierre plate, une soucoupe en terre cuite ou même une petite assiette pour empêcher les moustiques d'entrer et éviter l'évaporation. Une grande Ola arrose un cercle d'environ 3 pieds. 4 d'entre elles couvrent une plate-bande surélevée standard de 4 sur 8. Remplissez tous les 3 à 7 jours selon le type de sol, la météo et la demande des plantes. Voici un bonus qui nous a surpris. Parce que l'Ola délivre toute son eau sous la surface, la couche supérieure du sol reste sèche. Les mauvaises herbes ont besoin de l'humidité de surface pour germer. Donc, vos Olas irriguent simultanément vos plantes et affament les mauvaises herbes. Vous économisez de l'eau et vous vous épargnez des heures de désherbage avec le même pot enterré. Nous avons installé 6 Olas dans notre potager il y a 2 saisons. Nous sommes passés d'un arrosage quotidien au tuyau à un remplissage des Olas 2 fois par semaine. Cela seul nous a fait gagner environ 45 minutes de temps d'arrosage par semaine, sans compter la réduction de la facture d'eau. Nos tomates, poivrons et courges ont développé des systèmes racinaires visiblement différents de ceux de n'importe quelle année précédente. Lorsque nous avons arraché les plants de tomates épuisés à la fin de la saison, les racines près des Olas avaient poussé profondément et de manière épaisse, s'enroulant autour de l'argile comme des doigts agrippant une poignée.
Lors des saisons précédentes, ces racines étaient peu profondes, étalées largement près de la surface, cherchant toujours la prochaine aspersion venant d'en haut. Les racines des zolas sont descendues tout droit, ce qui signifie que les plantes ont toléré la chaleur et le vent avec beaucoup moins de stress. C'est le moment qui nous a convaincus définitivement. Nous sommes partis pour des vacances de 10 jours fin juillet, avons rempli chaque hola à ras-bord avant de partir, et sommes rentrés chez nous pour trouver un jardin qui était plus beau qu'à notre départ. Pas une seule feuille flétrie, pas une seule tige brune, et pas un seul voisin appelé pour arroser. Un morceau d'argile à 5 $ façonné de la même manière qu'il l'était dans les vallées fluviales de la Chine ancienne il y a 4000 ans a surpassé un système d'arrosage à 100 $ connecté à un approvisionnement en eau municipale mesurée. Parfois, la réponse la plus ancienne est toujours la meilleure réponse. Nous avions juste arrêté de poser la bonne question. Parlons maintenant des habitudes que la plupart d'entre nous ont suivies et que l'approche Amish dissout complètement. La première habitude est d'arroser selon un calendrier au lieu d'arroser selon les besoins, lundi, mercredi, vendredi, indépendamment de ce que le sol exige réellement. Les Amish parcourent leur jardin chaque matin de la même manière qu'ils le parcourent pour l'inspection des parasites, et ils enfoncent un doigt de 2 pouces dans le sol à côté de chaque plante. S'il est humide, ils le laissent tranquille. S'il est sec, ils arrosent abondamment, puis s'en vont. Ils ne reviennent pas le lendemain. Ils n'arrosent pas légèrement. Ils trempent la plate-bande en profondeur une fois, puis laissent le sol s'assécher jusqu'à ce que le test du doigt indique le contraire. Cette seule pratique réduit considérablement l'utilisation de l'eau, car la plupart des jardins sont dramatiquement trop arrosés, et non sous-arrosés. Un arrosage excessif étouffe les racines en remplissant les espaces d'air dans le sol dont les racines ont besoin pour respirer. Il favorise les maladies fongiques et, pire que tout, il habitue les racines à rester dans les 2 premiers pouces du sol où se trouve toujours l'eau, ce qui les rend complètement dépendantes de vous. Un arrosage profond et peu fréquent fait le contraire. Il force les racines à chercher l'humidité vers le bas, dans la colonne de sol, où les températures sont stables et où les réserves d'eau durent beaucoup plus longtemps. Un plant de tomates avec des racines atteignant 12 pouces de profondeur peut accéder à des réserves qu'une plante à racines peu profondes ne touchera jamais. Ces racines profondes ne proviennent pas de plus d'eau, mais de moins d'eau appliquée plus judicieusement. La deuxième habitude est de pulvériser de l'eau dans les airs. Les arroseurs projettent l'eau vers le haut, où le vent envole une partie avant qu'elle n'atterrisse, et ce qui atterrit reste sur les feuilles, où cela alimente le mildiou au lieu de nourrir les racines. Les Amish arrosent à la base directement sur le sol. Ce simple changement peut réduire l'utilisation de 30 à 40%. La troisième habitude est de laisser le sol nu entre les rangées parce que cela fait propre. Le sol nu sous le soleil de juillet perd de l'humidité à un rythme qui vous choquerait si vous le mesuriez. Paillez-le. Plantez-y du trèfle. Couvrez-le de laine. Les Amish ne laissent jamais le sol exposé. Même en hiver, ils plantent des cultures de couverture qui maintiennent l'humidité et la structure jusqu'au printemps. Et la quatrième habitude, celle qui relie tout, est de traiter l'arrosage et la construction du sol comme 2 conversations distinctes. Ce sont la même conversation. Un sol faible, avec peu de matière organique, ne peut pas retenir l'eau. Vous pouvez verser 10 gallons sur une terre sablonneuse épuisée et en voir 8 s'écouler directement à travers. Construisez cette même plate-bande avec des années de compost. Enfouissez de la laine dans la zone des racines. Ajoutez un cœur de bois Hugelkultur. Paillez la surface avec de la paille et du trèfle vivant. Soudain, 2 gallons font ce que 10 faisaient auparavant. Vous n'avez pas trouvé plus d'eau. Vous avez construit un sol qui refuse de laisser l'eau s'échapper. C'est ça le changement. Arrêtez de courir après l'eau. Construisez l'éponge. Voici ce qui maintient la cohésion de tout ce système.
une philosophie qui traverse chaque aspect de la vie amish, comme l'eau souterraine, à travers la roche calcaire. Les Amish l'appellent Gelassenheit. Cela ne se traduit pas facilement, mais cela signifie quelque chose de proche du fait de se plier à l'ordre naturel. La conviction que le système possède un équilibre intrinsèque, conçu bien avant notre apparition avec nos factures d'eau trimestrielles et nos applications d'arrosage intelligentes. La femme qui nous a montré la laine dans son jardin cet après-midi d'août a dit quelque chose qui nous a marqués depuis. Elle a dit « La terre veut retenir l'eau. Il faut juste arrêter de la lui reprendre. » Elle parlait du sol nu, des asperceurs aériens, de l'arrosage superficiel constant qui maintient les racines à la surface, toutes ces choses que nous faisons et qui vont à l'encontre de ce que le sol fait naturellement lorsqu'on lui laisse suffisamment de matière organique et de couverture pour fonctionner. Elle ne faisait pas la morale. Elle décrivait quelque chose qu'elle avait vu sa grand-mère faire sur cette même parcelle de terre il y a 50 ans. Lorsque vous faites tourner un asperceur à pleine puissance dans votre jardin, vous passez outre le système. Vous saturez la surface, le soleil évapore l'eau et vous saturez à nouveau. Le compteur continue de tourner. Les Amish ne luttent pas contre le cycle de l'eau. Ils y participent. Ils récupèrent la pluie quand elle tombe. Ils la stockent dans le sol lui-même, dans de la laine enfouie, dans du bois en décomposition, dans des pots en argile qui précèdent l'Empire romain. Ils couvrent le sol pour que le soleil ne puisse pas voler ce que les nuages ont apporté. Et ils vérifient avec leurs mains, pas avec un minuteur, pour savoir quand la terre en a eu assez. Ce n'est pas une simple astuce, c'est une philosophie, et elle a permis de nourrir les mêmes familles sur les mêmes terres pendant plus de 300 ans. Voici donc le système complet, les 6 couches réunies au même endroit. Enrichissez votre sol chaque année avec du compost, des cultures de couverture et de la matière organique vieillie, car chaque % de matière organique que vous ajoutez retient 20 000 gallons d'eau supplémentaire par acre. Enfouissez de la laine dans la zone des racines et étalez-la à la surface, car rien d'autre de ce que vous pouvez obtenir gratuitement ne retient 30 fois son poids en eau, tout en nourrissant votre sol et en bloquant les limaces en même temps. Construisez au moins une butte de hugelkultur avec des bûches de bois dur enfouies qui agissent comme un réservoir d'auto-arrosage, s'améliorant pendant 5 à 7 ans. Récupérez l'eau de pluie de vos toits, même avec un seul tonneau sur une gouttière, car un toit modeste fournit annuellement plus d'eau gratuite que la plupart des jardins ne peuvent en consommer. Plantez de manière dense, utilisez des couvre-sols vivants et ne laissez jamais le sol nu face au soleil. Et enfin, installez au moins un Ola, $5, 5 minutes, et il arrose un cercle de 3 pieds pendant une semaine pendant que vous ne faites absolument rien. Les Amish font cela depuis 3 siècles. Le docteur Bradshaw a prouvé la science de la laine dans une revue à comité de lecture. Les grands-parents d'Eddie Moreau le savaient uniquement par le toucher et l'observation. La seule chose qui manque, c'est que vous construisiez le système. Si quoi que ce soit ici a changé votre façon de voir votre jardin, laissez un commentaire et dites-nous quelle technique vous allez essayer en premier. Nous les lisons tous sans exception. Et si vous pensez que la méthode de la laine était surprenante, attendez de voir ce que nous allons aborder ensuite. Il existe une technique Amish de conservation des graines qui permet aux familles de cultiver la même variété de tomates pendant plus de 100 ans. Et la saveur est tellement supérieure à tout ce que vous avez pu acheter en magasin que les producteurs commerciaux essaient discrètement de la reproduire par rétro-ingénierie depuis des décennies. Cette vidéo est à l'écran en ce moment même. Cliquez dessus avant d'oublier, car elle changera votre façon de voir chaque sachet de graines que vous avez jamais acheté. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Si cette histoire a changé votre façon de voir le sol sous vos pieds et l'eau dans vos tuyaux, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne.
Nous mettons au jour la sagesse ancienne et l'histoire oubliée que les systèmes modernes ont tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor de la Terre sera révélé très bientôt.